Alliance on Air, le podcast de l'Alliance française Bangkok. Podcast ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Bonjour, sawadee ka. Bienvenue sur Parlez-vous français, le podcast dédié à la langue française et son apprentissage. ยินดีต้อนรับสู่ Parlez-vous ฝรั่งเศส podcast สำหรับคนรักภาษาและการเรียนฝรั่งเศส Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Marie-Noëlle Cocteau et Asma Boulaïch sur Alliance on Air, le podcast de l'Alliance française Bangkok, pour cet épisode de la série Parlez-vous français, la série dédiée à la langue française et son apprentissage. Bienvenue Asma, bienvenue Marie-Noëlle. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, Marie-Noëlle Cocteau, j'enseigne le français langue étrangère à Angers, au CIDEF, Centre international d'études françaises. Je suis aussi responsable d'un master français langue étrangère à l'université catholique de l'Ouest, toujours à Angers en France, donc dans le nord-ouest de la France. Et je suis aussi autrice pour la maison d'édition Didier Fleu, pour quelques méthodes, quelques collections, par exemple l'atelier, et la collection la plus récente étant Imagine, une collection pour adolescents. Vous avez aussi travaillé sur l'attitude et saison, n'est-ce oui, pas ? Vous me vieillissez d'un coup, c'est bien sympathique. Non, mais moi, j'ai utilisé saison, j'aimais beaucoup. Donc, je suis bien contente de vous rencontrer. Et Asma ? Oui, donc moi, c'est Asma Boulaïch. Je suis représentante, en fait, pour la maison d'édition Didier Français Langue étrangère. En gros, je suis chargée du développement international. Mon objectif étant de rencontrer les enseignants un peu partout dans le monde, d'avoir des échanges quant à leurs pratiques, à leurs besoins, de remonter un petit peu ces infos au niveau de la maison d'édition de façon à façonner, créer, inventer avec les auteurs des ouvrages adaptés à leurs besoins et aussi à des problématiques liées, par exemple, à des questions institutionnelles qui leur sont imposées. Donc voilà, j'ai été aussi par ailleurs enseignante et formatrice en français langue étrangère dans de nombreux pays. Et vous étiez à Bangkok, vous avez participé au séminaire régional et vous avez aussi animé une formation à l'université de Thammasat. Tout à fait, sur l'expression théâtrale et aussi les stratégies pour pouvoir motiver les adolescents, parce que je crois que d'après même le séminaire, c'est un grand sujet, la motivation ici en Thaïlande. Eh bien, c'est aussi notre sujet aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres, en Thaïlande, il y a à peu près 26 000 apprenants dans le secondaire, donc des élèves thaïlandais qui apprennent le français au collège et au lycée, et plus de 370 professeurs thaïlandais ou français, mais surtout thaïlandais, qui enseignent à ce public. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Le public adolescent est quand même, quand on est professeur, on sait que c'est pas le public le plus facile à qui enseigner. Donc, première question, déjà, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, voilà, on a par exemple des écouteurs qui permettent de traduire instantanément des conversations. Alors, question, je me fais l'avocat du diable, mais pourquoi apprendre une langue étrangère aujourd'hui ? On pourrait remonter à 1940 et on irait voir la pyramide de Maslow, qui est un psychologue humaniste américain. Et dans sa pyramide, on pourrait dire que ce que vous avez mentionné, qui sont les écouteurs, ça correspond un peu à la situation numéro 1 de la pyramide, c'est-à-dire la survie. J'ai des écouteurs, je traduis directement, c'est facile, c'est rapide, c'est efficace, et voilà. Mais pour qu'un humain s'accomplisse, il a tendance à devoir monter dans la pyramide. Et je pense que c'est là où, justement, apprendre une langue étrangère aujourd'hui, ça a toujours du sens. L'idée, c'est de monter au moins au cran numéro 3 de la pyramide. Et le cran numéro 3, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, faire partie d'une communauté, que ce soit une communauté d'apprenants, c'est déjà une communauté d'apprenants d'une langue, qui va être une langue française, par exemple, ou étrangère. Donc ça, c'est une autre communauté. Et donc, cette perception du social, elle est importante aujourd'hui quand on veut tout simplement discuter, échanger, partager avec les autres, même sur les réseaux, mais il faut quand même connaître une langue pour partager de façon plus spontanément. Et puis, si on remonte encore quelques crans, et là, on va atteindre le cran au moins 5 sur l'accomplissement personnel. Il y a, je pense, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, la capacité à se révéler soi, à développer des compétences qui sont des compétences cognitives. Tout simplement la résolution de problèmes. Les langues étrangères, elles aident à résoudre des problèmes, ou du moins cognitivement, ça fonctionne bien. La mémorisation, le fait de s'accomplir, tout simplement, de développer on va parler d'un grand mot scientifique, la plasticité cérébrale,
c'est-à-dire des connexions neuronales pour enrichir son propre cerveau. Voilà, c'est déjà des éléments de réponse. Asma, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Je pense que tu as bien couvert le sujet. En réalité, c'est vrai que est-ce que les outils peuvent remplacer cette relation socioculturelle qu'on peut avoir avec ses pairs, avec l'autre, pouvoir partager, échanger, même être en relation amicale ou amoureuse avec quelqu'un. Est-ce qu'avoir des écouteurs, etc., peut permettre effectivement le premier degré de communication lorsqu'on est confronté à une langue étrangère qu'on ne connaît pas serait de passer par une traduction. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que permettre à des jeunes adolescents justement de développer leur espace cognitif et d'apprendre de l'autre et par soi-même et soi-même par l'autre, je pense que c'est une démarche qui est extrêmement importante et qui permet ensuite d'absorber, on peut parler de plein de choses, mais en termes de phonétique, est-ce qu'on peut absorber en termes de compréhension et de relations interculturelles. Donc, je ne suis pas sûre que ça puisse être suffisant. Ça peut l'être pour certains, mais globalement, je pense qu'il faut encourager, en tous les cas, ces apprentissages et se rendre compte qu'en réalité, on en a vraiment besoin, finalement. Voilà. Et que la mondialisation permet aussi des échanges, et que les échanges, c'est là tout de suite, maintenant. C'est très rapide. Et que, pas forcément maîtriser une langue, en tous les cas, avoir les capacités, une aptitude à pouvoir communiquer avec l'autre, c'est déjà une approche plus fine, et ça permet de pérenniser aussi, finalement, des relations, des communications entre bout des pays francophones. Communiquer, c'est une des difficultés, je pense, pour les apprenants. Le public adolescent reste le même, encore une fois. C'est quand même un public qu'il faut motiver, qu'il faut intéresser. Alors justement, est-ce que vous avez des astuces pour motiver ce public-là? On en a des tonnes. Hein. C'est ce qu'on essaye de mettre aussi en place dans les méthodes. Effectivement, une des premières astuces, ce serait de limiter par rapport à ce que vous venez de dire sur la grammaire, peut-être la place de la grammaire dans un cours. Le prof, on va dire traditionnel, hein, je parle vraiment au sens large, il a tendance à vouloir se sécuriser lui-même en faisant de la grammaire à outrance et en développant des points, on va dire le subjonctif de A à Z. Ça ne marche pas comme ça dans un cerveau humain, hein, même pas adolescent. Et ça risque pour un adolescent de l'ennuyer. Et je dirais laisser la place à l'apprenant en classe, c'est-à-dire s'intéresser à lui. Qu'est-ce qu'il aime aujourd'hui? Comment on peut l'attirer à travers du contenu, des documents, des activités qui vont lui parler? Et c'est vraiment important dans le monde d'aujourd'hui. On les voit bien. Hein. Moi, j'étais dans le métro hier, en Thaïlande. Ils sont tous sur leur téléphone. En France, c'est la même chose. Hein. Attention, c'est pas seulement thaïlandais. Et donc, l'idée, c'est un peu de s'intéresser à ce qui les intéresse. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qui les fait rire? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils observent? Donc, on les voit bien regarder des mini-vidéos. Je pense qu'il faut aller sur le format mini parce que c'est aidant. Puis, c'est pas fatigant, c'est pas ennuyant. Et puis, si jamais ça n'intéresse pas un élève dans la classe, au moins, on va changer rapidement. Donc, ça, c'est plus facile. Et aller vers les petites séries, les petites vidéos, les petits traits d'humour. On les voit, hein, ils rigolent beaucoup, ils s'intéressent à plein de petites choses qui sont des choses de l'actualité et pas que, à du sport, à des personnalités. Donc il faut vraiment en fait s'intéresser à ce à quoi ils s'intéressent pour ensuite proposer des activités courtes en classe et garder leur motivation. Comment est-ce que vous le traduisez en tant que conceptrice de méthode? Donc j'ai 3 ados, enfin en tout cas quand j'ai démarré Imagine, j'avais vraiment 3 adolescents à la maison. Et donc je suis allée dans leur bibliothèque, je suis allée dans leur sac à main, dans leur cartable, sur leur bureau. Je les ai interrogés, est-ce que ça tu aimes? Donc ils m'ont ramenée à leur réalité. Et à partir de là en fait, j'ai vraiment cherché dans leurs livres, dans leurs bandes dessinées, dans les vidéos qu'ils regardaient. J'ai vraiment cherché quelles étaient leur actualité du moment en tant qu'ado. Avec l'équipe d'auteurs, on a intégré le maximum de contenu pour pouvoir leur parler. On a aussi fait en sorte, parce que c'est une méthode adolescente, d'aller vers le jeu, tout ce qui est ludique. Donc on a à la fois beaucoup d'activités qui sont des activités en groupe, ce qui permet aussi aux ados de se retrouver entre eux et aux profs de laisser la place. Le problème du prof, surtout le prof traditionnel, c'est qu'il aime bien avoir la place dans le cours et être le maître du jeu. Je pense qu'aujourd'hui, nos ados, ils sont tout à fait capables de se gérer.
Et nous, ça nous laisse le temps en tant qu'enseignants de circuler et de les observer et de rebondir sur les erreurs éventuelles, les éléments à ajouter. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Donc, les laisser par groupe et puis les laisser faire des activités qui sont à dimension ludique. Ça peut être ludique, jeu de plateau, mais ça peut être ludique dans les petits débats qu'ils pourront avoir. Ça peut être ludique dans les jeux de rôle, jeux d'expression théâtrale. Voilà, il y a plein de formes de jeux. On peut s'amuser en passant l'aspirateur. Moi, j'y arrive à la maison, donc je vois pas pourquoi on n'y arrivera pas en faisant de la grammaire. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors moi, je pense tout particulièrement aussi à l'environnement, d'une part, mais aussi quelque chose qui me paraît essentiel, c'est la motivation des jeunes adolescents passe aussi par l'importance et la sécurité, en fait, que l'enseignant lui renvoie, c'est-à-dire cette confiance qui est nécessaire, et qu'il cherche aussi à travers ses congénères, en fait. C'est-à-dire qu'un adolescent est en phase là de compréhension, de structuration. Il a besoin d'exister dans le regard des autres, il a besoin d'être présent. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux, en fait. Quand on est adolescent, plus qu'enfant, il y a des enjeux qui sont très, très importants, et quelle que soit la nationalité ou le pays, en l'occurrence. Et donc l'enseignant, je pense qu'il a effectivement un rôle qui est très important, c'est de sécuriser l'adolescent et renvoyer une image de sa personne envers ses pairs qui soit sécurisante. Et donc, je pense qu'il faut renvoyer beaucoup d'amour, déjà, et de le faire exister, quel que soit ce qu'il dit, ce qu'il produit ou pas. En tous les cas, l'encourager dans tous les sens et qu'il ne se sente pas ostracisé, qu'il ne se sente pas effectivement marginalisé ou pas à la hauteur. Il faut permettre des activités collaboratives entre jeunes adolescents qui puissent se parler. Ils se comprennent très bien, ils savent aussi s'expliquer les choses entre eux. Donc peut-être que l'aspect un peu traditionnaliste, qui consiste à avoir des classes, en fait, où finalement l'élève est très cloisonné, très isolé, et de plus, l'enseignant, très souvent, exige le silence et isole l'élève, puisque le travail sera fait à la maison, en classe, on écoute, on prend des notes, etc. etc. Et donc, le fait de remplir ce temps prévu en classe en activités ensemble collaboratives, où chacun se découvre, exploite, etc., à travers des activités, parce que finalement, une activité, c'est un cheminement qui permet de révéler, c'est un révélateur, de révéler des éléments, donc du langagier, du linguistique, ou des idées, des pensées, des représentations, et bien mettre tout ça sur la table, dans une classe, à travers des échanges, avec beaucoup d'activités ludiques et créatives. Forcément, l'enfant se révèle, il parle de lui, en fait. Donc ce moi-là qui se révèle est important puisqu'il existe. Et je pense que c'est un moteur de motivation essentiel. Donc la bienveillance permet à l'élève de se révéler et de se développer dans son apprentissage du français. Pour rebondir justement dans la méthode Imagine, on a mis des cartes mentales qui s'intéressent vraiment à l'élève sur, voilà, tu viens de faire une unité sur les loisirs. Maintenant, on s'intéresse vraiment à toi, c'est-à-dire quel est ton instrument de musique préféré, quel est ton sport préféré, est-ce que tu peux nommer d'autres sports, est-ce que tu peux nous dessiner. Il y a aussi, voilà, c'est pas seulement nommer, c'est pas seulement écrire, c'est aussi dessiner. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Asma, sur le côté encouragement, c'est vrai qu'on a vraiment insisté pour avoir des bravos à tout bout de champ et dire à l'élève bravo, tu as réussi. Bah, n'oublie pas que tu peux aider ton voisin, parce que c'est ce qu'on s'est dit ces derniers jours. Demander de l'aide quand on est adolescent, c'est pas facile. Donc les encourager à aider, c'est une première étape pour demander de l'aide. Et donc on a aussi dans le cahier une page où une fois qu'ils ont réalisé une auto-évaluation de 2 unités, ils peuvent en fait se dire bah, là j'ai pas trop réussi, je vais demander de l'aide, et donc c'est écrit demande de l'aide. Ou bien, si au contraire tu as vraiment bien réussi, bah, va aider ton voisin. Donc s'approprier les notions par rapport à ses envies et ses besoins, mais aussi aider, aller vers l'autre. Il est acteur et actif, ça c'est essentiel. Donc finalement on parle de méthode un peu actionnelle. Effectivement, être actif, c'est être présent. C'est déjà être présent dans la classe. C'est déjà une présence. Donc, Dernière question, vous avez animé une formation le week-end dernier. Vous avez rencontré des professeurs thaïlandais. Alors, juste pour conclure, quels seraient vos conseils à ces enseignants que vous avez rencontrés, à qui vous avez échangé pendant le week-end? Moi, ce que j'ai vu ce qui était intéressant, c'était de démarrer un premier jour, un matin, et puis de terminer le lendemain. Ça fait 2 jours au total de formation. Et ce qui est intéressant, c'est que les professeurs thaïlandais, je dirais comme tout un chacun, a en lui
de vraies compétences d'animation, de vraies compétences d'humour, cette capacité à aller de l'avant. Ils sont hyper volontaires. Et en fait, au tout début, ils étaient plutôt assez timides, assez observateurs. Voilà, elle va nous apprendre quelque chose, elle va nous dire des choses qui vont nous inspirer. Finalement, ils ont ça en eux, il faut juste réveiller. C'est comme si on allumait la petite allumette, quoi. Et après, c'était... Même un moment, pendant l'expression théâtrale, je leur ai demandé de se taire un peu parce qu'ils étaient tellement foufous à marcher partout qu'il fallait les remettre un peu à leur place. Et je pense qu'ils ont ça en eux, il faut juste qu'ils prennent le temps. Je pense que la difficulté il y a plusieurs difficultés chez l'enseignant, mais une des grandes difficultés, c'est quand même de passer au-delà du scolaire. Dans la mesure où on a une étiquette d'enseignant, on est scolaire. Et donc, il faut aller au-delà de cette propre représentation que l'on a et se lâcher prise. Il y a une enseignante à la fin qui m'a dit, si je dois retenir quelque chose, c'est finalement, dans la mesure où on a des objectifs, peu importe la manière dont on y va, il faut lâcher prise sur le chemin à prendre. Il y a des chemins à prendre et se dire, on a un but commun, c'est d'arriver à ça. Et voilà, peu importe le chemin, il faut lâcher prise. Il faut se faire confiance aussi, en tant qu'enseignant. C'est ça. Prendre des risques, c'est ça. Prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Et en l'occurrence, prendre des risques, c'est aussi mesurer toutes les capacités qu'on ne se connaît pas et qu'on a. Et donc, d'aller les chercher, de les mettre à profit et de ne pas hésiter à prendre de risques. Ouais. Asma, Marie-Noëlle, merci beaucoup pour ces mots. Merci d'avoir participé à cet épisode de Parlez-vous Français, la série dédiée à la langue française et son apprentissage. Merci. Vous avez aimé cet épisode? Ne ratez pas le prochain sur Alliance on Air. หากคุณชอบเอพิโซดนี้อย่าพลาดตอนถัดไปที่ Alliance on Air